Quoi? Oui, premièrement, il manquait le signe moins devant l'exposant. Tout était faussé à partir de là. Le problème était insoluble. Peut-être que cette école n'est pas aussi géniale que tu le crois. The essence of nature is mathematical. Things are organized following a model. If we manage to discover the secret meaning of numbers, we will know the secret meaning of power. Bienvenue au Showroom Ciné Club. Ici, on regarde et analyse le contenu mathématique des films et des séries qui osent flirter avec ce domaine. Les mathématiques regorgent de grands problèmes ouverts, et au milieu de tout ça trônent les 7 problèmes du millénaire. Des problèmes réputés si difficiles qu'un prix d'1 million de dollars est réservé à celui ou celle qui les résoudra. Pendant que les mathématiciens de la réalité planchent sur ces questions, les mathématiciens de fiction, eux, les ont déjà résolus. Par exemple, le problème P égale NP a été résolu dans un épisode de la série Elementary, pendant que l'hypothèse de Riemann est déclarée résolue par Anthony Hopkins dans le film Proof. Mais le problème qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celui des équations de Navier-Stokes, résolues dans le film Marie. Navier-Stokes. Aujourd'hui, nous allons donc parler du film Marie, Gifted en version originale, l'histoire d'une jeune surdouée des mathématiques incarnée par McKenna Grace, avec à l'affiche Captain America, Jenny Slate, Lindsay Duncan et Octavia Spencer qui décidément enchaîne les films de maths. À la réalisation de ce feel-good movie, on retrouve Mark Webb, à qui l'on doit les plus discutables des films de la saga Spider-Man, mais aussi le très bon 500 jours ensemble ou la future adaptation live de l'anime japonais Your Name. A noter que le père de Mark Webb est chercheur en sciences de l'éducation spécialisé dans les mathématiques. C'est cohérent. Le film est sorti sur nos écrans français le 13 septembre 2017, soit en même temps que le dernier Aronofsky. Il remportera cette année-là le prix du public au Festival de Deauville. 3 plus 3. Sans rire. Voici donc Marie. Elle a 7 ans et vit en Floride chez son oncle Frank depuis le suicide de sa mère 6 mois après sa naissance. Ses seuls amis sont Roberta, la voisine, ainsi que Fred, le chat qui n'a qu'un œil. Mais Marie n'est pas n'importe quelle petite fille, puisqu'à l'instar de sa défunte mère mathématicienne de génie, c'est une surdouée des maths, ce que remarquera mademoiselle Stevenson, l'institutrice de CP, lors de son premier jour d'école. Le film raconte alors la bataille juridique entre l'oncle qui souhaite que Marie soit scolarisée comme n'importe quel enfant de son âge dans une école normale, et la grand-mère qui veut la placer dans un institut spécialisé pour les surdoués. Comme toujours, ne comptez pas sur moi pour faire une analyse cinématographique de Marie, mais je ne peux que vous le conseiller, ne serait-ce que pour Chris Evans à contre-emploi, et McKenna Grace excellente dans le rôle de Marie. Mais, côté mathématiques, ce film tient-il la route? Regardons tout ça dans le détail, ça va être l'occasion de parler un peu plus en profondeur de ces fameuses équations de Navier-Stokes. J'étais sûre qu'il aurait une barbe avant même de l'avoir rencontré. Les profs de maths adorent les barbes. Côté consultant mathématique, le film est vraiment bien servi, avec 4 noms au générique. D'abord Nicholas Broom, professeur à St Andrew, un collège privé à Savannah où le film a été tourné. Mais aussi Russell Kaflish, directeur de la division mathématique de l'Université de New York, qui a publié pas mal d'articles sur les équations de Navier-Stokes, ainsi que Terence Tao, de l'Université de Californie, mathématicien de génie et médaillé Fields en 2006, lui aussi spécialiste de ces questions. Enfin, on retrouve Jordan Ellenberg, mathématicien à l'Université du Wisconsin à Madison. Non seulement il est spécialiste en théorie des nombres, mais il publie régulièrement au New York Times et au Wall Street Journal. Il a notamment rédigé un papier sur l'accompagnement des enfants surdoués, lui-même l'ayant été, ce qui explique pourquoi le réalisateur et le producteur l'ont contacté durant la phase d'écriture. Il participera activement à 2 scènes du film. Derrière la caméra dans une scène où Marie doit résoudre un problème de niveau universitaire, et devant la caméra, en tant que professeur dans une scène de cours. Parlons justement de cette scène. Le professeur Ellenberg présente un cours sur les partitions de Ramanujan, puisqu'il semble qu'aucun film mathématique ne peut se passer de citer le mathématicien indien. Pour en savoir plus sur Ramanujan, je vous renvoie à ma vidéo consacrée au film L'homme qui défiait l'infini. La partition d'un entier, c'est l'écriture de ce nombre comme une somme d'entiers positifs plus petits, et la question est de dénombrer ces partitions. Comme on peut le voir sur un coin du tableau, l'entier 4 possède 5 partitions puisqu'on peut le décomposer de 5 façons différentes, tandis que l'entier 5 en possède 7. Une des nombreuses découvertes de Ramanujan, ce que l'on appelle aujourd'hui les congruences de Ramanujan, c'est que le nombre de partitions d'un entier sur 5 est divisible par 5, ou plus précisément que P de 5 fois n plus 4 est congru à 0 modulo 5. Le choix de ce sujet n'a aucune incidence sur la narration du film. Le réalisateur Mark Webb a simplement laissé Ellenberg jouer le cours qu'il voulait. Sur le tableau en arrière-plan, on peut voir un cours sur les nombres pseudo-premiers, plus précisément les nombres de Carmichael. Un nombre pseudo-premier, c'est un nombre qui n'est pas premier, mais qui a l'air de l'être suffisamment pour tromper certains tests de primalité. Dommage que cela n'ait absolument rien à voir avec les partitions de Ramanujan. J'apprécie tout de même la référence à l'OEIS, l'encyclopédie en ligne des suites entières,
où la suite A00 de 1997 est bien celle des nombres de Carmichael. L'autre scène à laquelle Ellenberg a participé, c'est celle où l'on demande à Marie de résoudre un problème afin de tester son niveau en mathématiques. Le problème, c'est celui-ci. Démontrer que l'intégrale de exponentielle de x carré sur 2 sigma carré est égale à racine de 2pi sigma. Marie reste plantée devant le tableau, incapable de répondre quoi que ce soit, et pour cause, et c'est là le twist que seuls les spectateurs matheux avaient vu venir, Marie n'a pas pu résoudre le problème, car l'énoncé est incorrect. En fait, elle avait vu l'erreur, mais elle n'a pas corrigé parce que... Franck dit que je dois pas corriger les grandes personnes. Marie corrigera alors 2 erreurs, un signe moins oublié, ainsi qu'une paire de valeurs absolues. Là où le réalisateur est malin, c'est que des 2 erreurs que Marie corrige, on peut raisonnablement penser que seule l'une d'elles était volontairement faite. Explication. Le problème posé est en fait assez classique. Il s'agit d'un calcul d'intégrale, c'est-à-dire d'un calcul d'aire sous une courbe, celle de la loi normale, aussi appelée courbe de Gauss ou moins formellement courbe en cloche. C'est une courbe incontournable dès que l'on s'intéresse aux probabilités et à l'un de ses théorèmes phares, le théorème central limite. On ne compte pas les phénomènes que l'on peut modéliser à l'aide de courbes en cloche, et je vous laisse aller voir la vidéo de Chat Sceptique sur ce théorème. L'équation de cette courbe, c'est y égale exponentielle de moins x carré sur 2, et l'aire qu'elle délimite vaut précisément racine carrée de 2pi. On peut d'ailleurs s'étonner de trouver le nombre pi dans des calculs alors qu'il est question de probabilité, mais c'est un autre sujet. Si on retire le signe moins, l'aire sous la courbe devient infinie, si bien que n'importe qui ayant l'intuition des concepts mathématiques ici mis en jeu aurait vu l'oubli du signe. L'autre erreur corrigée par Marie est plus subtile. La fonction de Gauss de l'énoncé est accompagnée d'un coefficient sigma, qui permet d'aplatir plus ou moins la courbe. Plus sigma est grand, plus la courbe sera plate. Dans les contextes concrets où la fonction de Gauss apparaît, ce coefficient correspond à un écart type, et est donc toujours strictement positif, si bien que l'on prend l'habitude de ne pas le préciser. Mais ça, Marie ne le sait pas puisqu'elle n'a pas encore suffisamment de culture mathématique, d'où la deuxième correction qu'elle apporte au problème. Mine de rien, ce petit détail permet de bien mettre en évidence que Marie a une intuition formidable des concepts mathématiques, mais pas encore assez d'expérience pour recontextualiser les problèmes qu'on lui soumet. S'ensuit alors la démonstration sur les grands tableaux noirs, une démo qui repose sur des notions de calcul intégral de niveau licence, loin d'être triviale mais pas insurmontable non plus. Le tableau est difficile à déchiffrer, notamment à cause de l'écriture de l'actrice McKenna Grace, mais ce que l'on devine écrit semble correct. Dans cet univers parallèle où une fillette de CP peut avoir de telles capacités, cette scène est donc cohérente. Ses capacités en mathématiques, Marie les révèle lors de l'une des premières scènes du film. Mademoiselle Stevenson, la maîtresse, retravaille les bases de la numération pour le premier jour de classe de Marie. 2 plus 2, en effet, font 4. Très bien. Un choix pédagogique étrange, soit dit en passant, puisqu'il y a des tonnes de choses à mettre en place un jour de rentrée des classes en CP. Bref, en ce premier cours de mathématiques, Marie montre qu'elle est capable d'effectuer de tête et relativement vite des calculs compliqués que sont 135 x 57 égale 7695 et racine carrée de 7695 égale 87,7. On passera sur le trope de la génie des maths forte en calcul mental. Le film a toutefois le mérite de ne pas s'arrêter là et donne une explication. La méthode Trachtenberg. Comme le film l'explique, cette méthode est un ensemble de techniques de calcul mental mises au point par l'ingénieur Jakob Trachtenberg pour ne pas devenir fou pendant les 7 ans passés dans le camp de concentration de Sachsenhausen. Plus précisément, les méthodes de Trachtenberg permettent de multiplier n'importe quel nombre entier par un nombre entier entre 3 et 13. Par exemple, pour multiplier un nombre par 10, il suffit de rajouter un 0 à droite. Ok, celle-là était facile. Mais on a des règles du même genre pour chaque multiplicateur. Par exemple, pour multiplier par 5, la règle, c'est de prendre la moitié arrondie à l'entier inférieur de chaque chiffre, rajouter 5 si le chiffre de gauche est impair, et de terminer par poser 0 ou 5 suivant la parité du chiffre des unités. Par exemple, pour calculer 8316 x 5, on commence par calculer 8 divisé par 2, soit 4, puis 3 divisé par 2, soit 1. Ensuite, on a le 1, qui divisé par 2 donne 0, mais puisque le chiffre précédent, 3, était impair, on rajoute 5. Enfin, il y a 6, dont la moitié est 3, auquel on rajoute 5, car le chiffre précédent, 1, était impair, ce qui donne 8. Enfin, comme le chiffre des unités du multiplicand des 6, donc pair, on pose un 0. Bref, grâce à la règle de Trachtenberg, on peut affirmer que 8316 x 5 donne 41 580. Pour la multiplication par 7, la règle est de doubler chaque chiffre et d'ajouter la moitié du chiffre de droite et d'ajouter 5 lorsque le chiffre est impair et les éventuelles retenues. Par exemple, pour calculer 741 x 7, on commence par doubler 1, le chiffre des unités soit 2, auquel on rajoute 5 puisque c'est impair. Puis on double 4, soit 8, auquel on rajoute la moitié de 1, soit 0, ce qui nous laisse à 8. Puis on double 7, soit 14, auquel on ajoute la moitié de 4, soit 2, plus 5 car le chiffre est impair. On a donc 21. On pose 1 et retient 2.
Enfin, il y a le chiffre des milliers 0 qui doublé donne 0, auquel on rajoute la moitié de 7, c'est-à-dire 3, et la retenue de 2, ce qui donne 5. Bref, 741 x 7 égale 5187. Des règles comme celle-ci, il y en a pour toutes les multiplications entre 3 et 13. Par contre, il n'y a rien pour les multiplications par 57, ni pour le calcul des racines carrées. Autrement dit, même si Marie connaît vraiment les méthodes de Trachtenberg, elle ne les a a priori pas utilisées pour faire le calcul mental de la scène de classe. Un peu dommage. Oh merde alors! Mais le problème central du film, c'est celui de la résolution des équations de Navier-Stokes. Le détail du problème n'est pas du tout explicité dans le film, à peine quelques équations sur un brouillon impossible à contextualiser. Il est simplement rappelé que c'est l'un des problèmes les plus importants des mathématiques et que sa résolution aurait un impact majeur sur la physique. C'est en effet un des 7 problèmes du millénaire et je vous renvoie à ma vidéo sur la conjecture de Poincaré ou celle sur l'hypothèse de Riemann pour plus de détails. En 1757, Leonhard Euler pose une équation régissant le mouvement des fluides, équation qui sera étudiée et améliorée 60 ans plus tard par Henri Navier, puis encore 20 ans plus tard par George Stokes, nous donnant aujourd'hui les équations de Navier-Stokes. Ça tombe bien, j'ai 2 minutes pour en parler. En 1687, Isaac Newton publie ses célèbres 3 lois de Newton, dont la deuxième est le principe fondamental de la dynamique, l'accélération d'un corps de masse m constante est proportionnelle à la résultante des forces qu'il subit. L'équation est en général pas trop compliquée à résoudre et permet de calculer sans trop de difficulté la trajectoire d'une balle qui tombe et plein d'autres problèmes dont la mécanique elle se crée. Mais dès qu'on applique cette deuxième loi de Newton à un fluide comme un liquide ou un gaz, on sent que les choses sont moins simples. Si je renverse l'eau contenue dans un verre, elle va s'écouler avant d'exploser au sol au lieu de rebondir comme le ferait une balle. Les équations de Navier-Stokes, c'est justement ça, la deuxième loi de Newton appliquée au fluide. Le souci, c'est que conceptuellement, un fluide, c'est quand même beaucoup plus compliqué qu'une balle assimilée à un simple point. Mais on peut s'en sortir. À la place de la masse, on a la densité du fluide. Son accélération s'écrit pourvu que l'on maîtrise les subtilités du calcul différentiel, et dans le bilan des forces, on retrouve les forces de pression, les forces visqueuses, et éventuellement d'autres forces, comme la gravité ou celle qui empêche l'eau de sortir du verre. L'équation devient alors un peu moins amicale. On a donc ρ facteur de d rond v sur d rond t plus v scalaire gradient de v égale à moins gradient de p plus mu laplacien de v plus f. Et c'est ça l'équation principale du problème de Navier-Stokes, celle qui régit les déplacements des fluides, aussi bien celui des mouvements d'air autour de l'aile d'un avion que celui du miel s'écoulant de son flacon. Autant le dire tout de suite, vulgariser en détail cette équation est au-dessus de mes capacités, mais je vais quand même essayer de dire des trucs compréhensibles. Revenons plutôt au problème physique qui a motivé l'écriture de cette formule, décrire le mouvement d'un fluide. Disons par exemple le mouvement du café dans ma tasse après une opération de touillage. Une première approche, ça serait de décrire la trajectoire de chacune des particules du breuvage, c'est-à-dire la façon dont elles évoluent au cours du temps. Dans mon exemple, les trajectoires sont des cercles. Mais une autre approche se prête mieux à la mise en équation. On va plutôt regarder chaque point de l'intérieur de la tasse, et plus particulièrement de la vitesse du café en chacun de ces points. Cette vitesse, on peut la représenter par un vecteur qui indique par sa direction le sens de circulation du fluide et dont la longueur est proportionnelle à la vitesse. Le mouvement du fluide, c'est donc un champ de vecteurs, et celui-ci évolue au cours du temps. Ce champ de vitesse qui évolue au cours du temps, c'est ça l'inconnu de l'équation, noté V dans la formule de Navier-Stokes. L'inconnu de l'équation, c'est donc une fonction du temps et de l'espace. Résoudre l'équation, c'est donc déterminer cette fonction V inconnue, étant donné sa masse volumique ρ, sa viscosité mu, les forces extérieures F qui s'appliquent, mais surtout les conditions initiales, c'est-à-dire le champ de vecteurs au temps t égale 0. Une telle équation où l'inconnu est une fonction à plusieurs variables, on appelle ça une équation aux dérivées partielles EDP, et l'équation de Navier-Stokes en est très certainement la reine. Malheureusement, sauf dans de très rares cas, il est impossible de résoudre ces équations de façon analytique, c'est-à-dire de trouver une formule pour V qui vérifierait l'équation. Trouver des formules approchées, ça semble aussi très compliqué, même dans la formulation officielle du problème, où l'on prend f égale 0 et ρ égale 1. Mais alors, ça veut dire quoi dans ce contexte, résoudre les équations de Navier-Stokes? Qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner le $1 million? Eh bien, c'est en théorie très simple, il faut juste montrer que l'équation admet toujours une solution, quelles que soient les conditions initiales, du moins tant que ces conditions sont raisonnables. On ne cherche donc pas ici à trouver quelle est la solution, juste à affirmer qu'elle existe bien. Dans ce cas, il faudra aussi montrer que cette solution est unique et qu'elle est stable, c'est-à-dire qu'une petite variation des données n'entraîne qu'une petite variation des solutions. Et c'est là-dessus que les mathématiciens bloquent vraiment. Ce dernier point est particulièrement important puisque sans lui, les modélisations informatiques seraient vouées à être inexploitables. Quand une équation aux dérivées partielles vérifie existence, unicité et stabilité des solutions, on dit que le problème est bien posé. La question des équations de Navier-Stokes,
c'est donc de montrer que c'est un problème bien posé. Sinon, on peut essayer de démontrer le contraire, c'est-à-dire trouver une situation initiale où l'équation n'a pas de solution définie pour tout tenter, c'est-à-dire une solution impliquant que le fluide acquiert à partir d'un certain moment des vitesses infinies. Même si on est incapable aujourd'hui de démontrer tout ça, on peut tout de même en faire des simulations numériques. Et on ne s'en prive pas vu les applications qu'elles ont. Simulation de la circulation sanguine, modélisation des mouvements d'air autour d'une voiture ou d'une vache, etc. La résolution mathématique des équations de Navier-Stokes telle qu'elle est attendue aujourd'hui serait une révolution à la fois en physique mais aussi en mathématiques, non pas uniquement pour la réponse en elle-même, mais pour les outils inventés pour l'occasion et les nouvelles questions que cela poserait. De nombreux pas vers cette résolution ont déjà été faits. En dimension 2 notamment, on sait que le problème est bien posé depuis les années 60. En dimension 3, le problème reste ouvert. On sait cependant depuis les années 30 et Jean Leray que les équations admettent toujours des solutions si on change un peu la définition de ce que l'on attend comme étant une solution. De plus, un résultat encourageant a été publié en 2016 par Terence Tao, le même Tao que l'on retrouve en tant que consultant au générique de Marie. Cohérent. Bref, le problème des équations de Navier-Stokes est l'un des plus importants problèmes des mathématiques et sa résolution aura probablement d'énormes répercussions en physique. Le genre de problème de maths qui peut changer le monde, ce n'est pas pour rien que c'est celui-ci qui a été choisi pour Marie. Finalement, même si les maths ne tiennent pas le beau rôle dans le film puisque le talent de Marie n'est pas considéré comme étant une bénédiction, il faut quand même dire que la discipline reste plutôt bien traitée par le réalisateur. On sait bien que les scènes du film présentant les dons de Marie sont exagérées, cela reste un film de cinéma, mais elles restent cohérentes avec la réalité des enfants surdoués. Côté équation, il n'y a pas d'erreur grossière et, à moins que je surinterprète, on peut même apprécier une seconde lecture mathématique de la scène du calcul de l'intégrale. Bref, parce que je suis matheux et, avouons-le, un peu midinette, je ne peux que vous conseiller de visionner Marie. Il paraît que tu aimes les mathématiques.